Bienvenue à tous sur l'internaute.com, 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir François Chérec, inspecteur général des affaires sociales. Bonjour François Chérec. Merci d'être avec nous ce matin sur notre plateau. Avec moi sur ce plateau, nous recevons aussi Philippe Lemoine, éditorialiste chroniqueur société de Ouest France, et Pierre Cottier, rédacteur en chef adjoint chez 20 minutes. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous pour co-présenter cette émission. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez une quarantaine de minutes pour commenter et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de retransmettre votre question à notre invité François Chérec. Alors François Chérec, vous êtes désormais inspecteur général des affaires sociales. Vous êtes aussi et surtout chargé au nom de cette mission de suivre le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, un plan qui a été mis en œuvre par le gouvernement en janvier 2013, il y a tout juste un an donc. Alors les chiffres 2013 en ce qui concerne la pauvreté ne sont pas très bons, les indicateurs ne sont pas très bons, notamment les chiffres du chômage, donc les chiffres de demandeurs de minima sociaux. On aura sans doute aussi probablement de mauvais résultats en ce qui concerne les personnes accueillies dans les associations comme Restos du Cœur. Les chiffres ne sont pas très très bons. Est-ce qu'on peut dire que ce plan pluriannuel peut vraiment efficacement lutter contre la pauvreté en France, ou est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de mesures pour aider les gens en grande difficulté à mieux vivre leur pauvreté ? Écoutez, vous venez de faire la réponse et la question en même temps. Un plan de lutte contre la pauvreté, qu'est-ce qu'on attend de ce type de plan ? On attend inévitablement des mesures qui aident à vivre les personnes qui sont les plus pauvres. Donc qui les accompagnent dans leur situation de difficulté, qui les aident à vivre en augmentant les minima sociaux, qui les aident à vivre en essayant de faire en sorte qu'ils aient un accès au logement, qui les aident à vivre en essayant qu'ils aient un accès à la santé comme tous les autres personnes qui vivent dans notre pays. C'est ça l'objet d'un plan de lutte contre la pauvreté. Maintenant, si vous attendez d'un plan de ce type qui fasse reculer la pauvreté d'une façon importante, c'est inévitablement insuffisant. Ce qui fait reculer la pauvreté dans un pays comme le nôtre, c'est inévitablement le développement de l'emploi, la politique économique qui fait reculer la pauvreté. C'est la raison pour laquelle, dans notre rapport, nous soulignons en début de rapport que la situation économique et sociale de notre pays aujourd'hui est inévitablement négatif par rapport à ce sujet de la pauvreté. L'un des objectifs de ce plan est tout de même de réduire les écarts d'inégalité entre les plus pauvres et les plus aisés de ce pays-là. Vous pensez que c'est accessoire finalement, ou vous pensez que le vrai levier économique aujourd'hui, c'est la politique menée par le gouvernement ? Dans tous les pays du monde, le vrai levier, c'est la politique économique du gouvernement. On sait très bien qu'une personne qui est en âge de travailler, qui est privée d'emploi, c'est ça qui est déterminant pour le faire sortir de la pauvreté. Ceci dit, une personne qui est au chômage de longue durée, parce qu'il ne faut pas toujours non plus confondre chômage et pauvreté. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont au chômage qui ne sont pas dans la pauvreté, heureusement d'ailleurs, qui ont des indemnités et des indemnités qui leur permettent de vivre et qui retrouvent du travail. Mais une personne qui est en dehors de ce système, les minima sociaux, l'aide sociale leur permet de quoi ? Leur permet parfois d'avoir un logement. Ça c'est important, c'est fondamental. Pour retrouver du travail, il faut un logement. Leur permet aussi d'avoir accès à la santé. On a un système, ce qu'on appelle la CMUC, c'est-à-dire la complémentaire maladie universelle, et plus une complémentaire comme tout le monde, permet d'avoir accès aux soins dentaires, aux soins optiques, à l'hôpital. Et ça, c'est des éléments déterminants, parce que si vous n'arrivez pas à vous soigner, inévitablement, vous sombrez. Donc, c'est ça l'objectif d'un plan. Et ça, dans ce qu'on observe, c'est inévitablement les aides qui sont rajoutées à ce qui était avant, ce sont des aides fondamentales pour les personnes. Alors justement, parmi les objectifs prioritaires de ce plan, il y avait la réforme du RSA et de la prime pour l'emploi. On n'y est pas, le RSA a été réévalué, mais on n'a toujours pas obtenu cette réforme. Est-ce que c'est votre priorité pour 2014 ? Alors, dans notre... alors je dis notre, parce qu'on est deux inspecteurs des affaires sociales, jeune inspecteur qui est avec moi, Simon Vanacker, qui m'accompagnait dans ce premier rapport. On note d'abord que le gouvernement a atteint ses objectifs sur l'augmentation du RSA socle, vous l'avez dit, 2% de plus que l'inflation, l'amélioration de l'accès à la CMUC, et à l'aide à la complémentaire santé, pour ceux qui sont juste au-dessus. Donc des bons points pour le gouvernement. Oui, 750 000 personnes en
plus qu'on facilite l'aide à la santé, c'est fondamental. Par contre, on a une critique importante sur, il y avait un engagement de fusionner ce qu'on appelle le RSA activité et la prime pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est que le RSA activité? Quand vous êtes au RSA, c'est-à-dire que vous avez ni travail ni rien du tout, c'est l'aide minimum, c'est à peu près 500 euros. C'est faible hein, quand même, hein, 500 euros. Après, pour ceux qui travaillent à temps partiel ou jusqu'à un peu plus que le SMIC, ils ont une partie du RSA qui est encore versée pour les aider, les encourager à aller travailler. En gros, c'était ça la démarche de Martin Hirsch quand il a créé ce RSA activité. Et parce qu'il faut dire, c'est une mesure qui était prise sous Nicolas Sarkozy. Oui, mais qui a fait consensus quand vous regardez les votes à l'Assemblée nationale, qui a fait consensus. Ça, c'est un élément important. Donc la réforme envisagée, c'est de fusionner ce dispositif avec la prime pour l'emploi, parce que vous avez un deuxième dispositif, c'est pour les travailleurs modestes. Vous avez un allègement fiscal, alors où on baisse leurs impôts quand ils ont un peu plus que 1,2 SMIC, ou on leur donne un chèque s'ils ne payent pas d'impôts. Or, ce dispositif de prime pour l'emploi, il fonctionne parce que c'est de la fiscalité, mais on se rend compte que le RSA activité fonctionne mal. Les gens ou sont mal informés, donc ils ne connaissent pas, donc ils ne demandent pas, ou c'est tellement compliqué pour l'avoir. Parce que c'est des gens qui ont des revenus précaires qui changent beaucoup. Donc parfois, ils touchent un mois, mais ils ont un revenu qui augmente, donc ils remboursent. C'est terrible. Ou simplement, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas être assistés. Donc ça ne marche pas. Il y a seulement une personne sur 3 qui le touche. On va y venir. Ouais. Donc l'objectif, c'est de fusionner les deux pour que ça soit plus efficace. Ça devait être fait en 2013. Et pourquoi ça n'a pas été fait, selon vous? Ça n'a pas été fait... Manque de temps. Écoutez, d'abord manque de temps, ce qu'on reconnaît dans le rapport. Donc on dit si c'est une question de manque de temps, en 2014, il n'y aura pas un manque de temps. Maintenant, vous êtes prévenus. C'était pas une priorité non plus. C'était une priorité du plan. C'était une priorité du plan. Il y a eu un rapport d'un député, Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, je crois, qui a fait un rapport qui explique techniquement comment on veut le faire. Ce rapport est arrivé peut-être un peu tardivement pour permettre de le faire dans la loi de financement 2014, mais maintenant le rapport est dans les mains du gouvernement. Il doit le faire en 2014, c'est effectivement ce que l'on met dans le rapport, une priorité. Ça se fera à budget constant? Alors c'est une des critiques que nous apportons à cette démarche, c'est-à-dire que, alors c'est technique, c'est compliqué pour les gens qui nous entendent, mais la prime pour l'emploi, elle est gelée, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas en fonction de l'inflation. Donc ça veut dire que le budget, il diminue tous les ans. Et on nous dit, il va falloir faire cette réforme à budget constant, donc inévitablement, c'est pour faire rentrer plus de personnes dans le dispositif avec de l'argent qui n'augmente pas. Donc c'est moins d'argent par personne. Sur ce point, Pierre. Donc ça, c'est une critique. Là, vous venez d'en parler, dans le rapport aussi, vous signalez qu'il y a un taux élevé de non-recours aux prestations sociales, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir droit aux prestations sociales et qui ne les demandent pas. Alors on a deux questions, l'une pratique et l'autre cynique. La pratique, c'est comment faire pour que ces gens-là aient ces prestations sociales, et l'autre cynique, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour le budget de l'État de ne pas être trop alourdi? Alors, si c'est cynique, ça fait des années que ça dure. Hein, c'est important de le dire, parce qu'on nous a quand même gavé les oreilles, excusez-moi l'expression, en disant ce sont des assistés qui ne foutent rien. Écoutez les discours qu'on a eus pendant des années et qui profitent du système social. Or, qu'est-ce que j'ai constaté quand j'ai regardé sur le fond ce sujet-là? Le non-recours, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas dépensé pour les gens qui auraient le droit au RSA, c'est 5,4 milliards. 5,4 milliards. 68% des demandeurs du RSA. Du RSA activité. Mais un tiers du RSA socle quand même. Hein, alors que la fraude estimée au RSA, c'est 60 millions d'euros. Donc vous avez d'un côté, alors il faut sanctionner les gens qui fraudent, inévitablement il faut faire la chasse, et c'est insupportable la fraude. Mais quand on voit que le pauvre, à l'inverse de ce qu'on nous a dit, c'est pas celui qui court aux prestations, c'est souvent celui qui connaît pas le système. Donc si c'est cynique, c'est quand même un cynisme qui dure depuis des années que les politiques auraient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les gens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc si on veut qu'il y ait un meilleur recours au droit, il faut améliorer, simplifier. La ministre qui est chargée de ce sujet-là, Madame Carlotti, a décidé d'expérimenter dans 2 départements, Seine-et-Marne et Loire-Atlantique, un dossier unique, c'est-à-dire faire en sorte que dans le même dossier, les gens puissent avoir le RSA, l'APL, la CMU-C, au lieu de faire des dossiers qui font 12-13 pages. Donc il y aura une expérimentation sur ce sujet-là, et si ça marche, là on sortira du cynisme.
on sortira du cynisme. Et dans le rapport, j'ai fait des propositions pour simplifier un accès plus direct. Et là, on dit au gouvernement, si vraiment on veut lutter contre le non-recours, simplifions les choses. Donc promouvoir ces aides-là, ça passe par une simplification, vous Oui. le dites, des procédures. Est-ce qu'il ne faut pas davantage communiquer là-dessus? Oui, inévitablement, il faut faire de la communication. D'ailleurs, c'est des critiques qu'on apporte à l'activité du gouvernement. Et le gouvernement fait des bonnes choses sur la lutte contre la pauvreté, mais personne ne le sait. Ah. Hein? Non, mais écoutez, le plan de lutte contre la pauvreté, les gens ne connaissent pas. C'est vrai, Les vous gens êtes là aussi connaissent pour pas. Oui, mais ça ce matin. Oui, mais je sur ne suis ce pas là plateau. pour faire la communication du gouvernement. Moi, je suis là pour faire un rapport, ouais, pour dire effectivement. au gouvernement, ça marche ou marche pas. Je constate que les gens ne connaissent pas. J'ai organisé 30 rencontres régionales Mhm. sur l'explication de ce plan. J'ai vu plus de 6200 personnes. Quand même des gens qui découvrent le contenu du plan et qui découvrent ce que c'est que réellement la pauvreté. Donc il faut communiquer, effectivement, pour que les gens connaissent leurs droits et les Pourtant, demander. c'est une vraie mesure de gauche à un moment donné où on critique le gouvernement sur un tournant social-démocrate. Donc ça pourrait être une bonne occasion de prouver qu'il y a quand même des mesures de gauche dans ce gouvernement. Oui, c'est dommage, et j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que moi, je n'ai pas à juger si c'est un tournant social-démocrate ou pas, mais la social-démocratie, elle pèse sur deux choses. Elle pèse peut-être sur une politique économique, ce qu'on appelle de l'offre, c'est-à-dire permettre d'améliorer le coût pour mieux vendre les produits. Mais derrière, c'est aussi une politique sociale. Or, la politique sociale, elle est là, dans ce plan, au gouvernement, à la faire Justement, connaître. François Chirac, ce plan ne fait peut-être pas l'unanimité. L'UMP a certaines critiques. L'UMP souhaite notamment, dans son projet, limiter l'ensemble des aides sociales à 75% du SMIC et diminuer progressivement les allocations chômage. Est-ce que, finalement, lutter contre la pauvreté ne passe pas par inciter davantage les chômeurs et demandeurs d'emploi à prendre plus vite un emploi? Alors, d'abord, là, vous êtes pas vous, mais l'UMP en pleine confusion. Il y a deux choses. Non, mais Il y a oui, deux mais choses. vous me parlez de deux choses. Vous me parlez des aides sociales et vous me parlez de l'assurance chômage. Et je ne parle pas d'assurance chômage. En reprenant l'emploi, Non, mais attendez, c'est important. on diminue le nombre de Non, mais bénéficiaires de attendez, minima sociaux. l'assurance chômage, si vous diminuez l'assurance chômage, les personnes, quand elles ne retrouvent pas du travail, ils vont à l'assurance sociale. Ils vont à l'assurance sociale. Donc, si vous raccourcissez la durée d'indemnisation, comme le dit l'UMP, vous aurez plus de personnes dans l'assurance sociale. Donc, La logique, l'inverse, c'est ça. d'inciter les gens à reprendre un emploi. Il n'y a pas de personnes dans notre pays qui, en cumulant les aides sociales, touchent 75% du SMIC. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que là, on sème la confusion dans l'esprit des gens. On mélange un système qui est un système assurantiel, qui est géré par les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, et les aides sociales, qui est un système de solidarité Donc ceux nationale. qui disent ça aujourd'hui à l'UMP se trompent. Ils ne se trompent pas, ils trompent les gens. Ils trompent les gens. Ils mélangent les choux et les carottes. C'est deux choses différentes. Et ils le savent très bien. Ils savent très bien parce que le débat sur les chômeurs qui sont des assistés, c'est eux qui l'ont porté, ces débats-là. Et on se rend compte que, je viens de le prouver, que ce n'est pas ça le cas. Donc, laissons les partenaires sociaux, j'ai envie de dire, négocier sur l'assurance chômage. Et puis, ça, le système social, faire croire aux gens qu'il y a des gens qui vivent avec pratiquement le SMIC en cumulant les aides sociales, c'est faux. Ça n'existe pas. Le RMI, il ne se cumule pas avec des aides comme ça. Il n'y a quelques aides qui se cumulent, le droit à logement. Le les RSA, APL, pardon, maintenant. Oui. Le RSA, les APL, il y a certaines aides qui se cumulent. Oui, mais vous n'arrivez pas au SMIC. Vous n'arrivez jamais au SMIC. Donc on est en train, là, de dire on va limiter les aides sociales, mais elles sont déjà limitées. Le principe du RSA, c'est une limitation, c'est le revenu minimum. Voilà, et le minimum, ça veut dire souvent c'est maximum aussi, pour beaucoup. On va passer Alors au il y a chantier, un des d'accord. gros chantiers, c'est celui du logement. Il y a un vrai problème de crise. Il y a eu 7 ou 9 000 places de logement d'urgence qui ont été débloquées. C'est largement insuffisant. La Fondation Abbé Pierre en parlait il y a une semaine. Alors, quelles sont vos priorités par rapport à ça? Alors, il faut distinguer l'hébergement d'urgence et du logement. Et ça, c'est important que dans la tête des gens, on comprenne bien. L'hébergement d'urgence, c'est les gens qui sont à la rue. Et on a un droit constitutionnel, c'est le droit à un toit. Donc, on ne peut pas laisser des gens dans la rue, c'est pas possible. Donc, inévitablement, on accueille ces personnes-là en hébergement d'urgence avant de leur trouver un logement stable. Or, qu'est-ce qu'on constate? On n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en France. Même la Fondation Abbé Pierre le reconnaît. Le gouvernement a fait deux choses dans ce plan. D'une part, on ne ferme plus l'été les centres d'hébergement d'urgence, ils restent ouverts, puisqu'à l'inverse de ce qu'on pense, on meurt autant dans la rue l'été de chaud que l'hiver. Donc on a arrêté ce système, et le gouvernement a créé effectivement 7000 nouvelles places d'hébergement d'urgence.
est toujours saturée. Il n'y a pas une région de France qui n'est pas saturée en termes d'hébergement d'urgence. Alors qu'en termes de logement social, il y a des endroits, il y a des places. Alors pourquoi ce problème? C'est qu'une partie des personnes qui sont à la rue aujourd'hui n'ont pas accès à l'hébergement, au logement social. Pourquoi ils n'ont pas accès au logement social? Parce qu'ils sont étrangers ou en demande de régularisation, demandeurs d'asile, et que la régularisation dure trop longtemps, ça dure 2 ans, 2 ans et demi, ou ils sont déboutés du droit d'asile, donc ils sont, je dirais, sans papier. Alors, ils sont sans papier et souvent pas expulsables. Parce qu'ils ont des enfants qui sont nés en France, parce qu'ils ont eu du travail, ils sont dans des situations sociales et humaines. Donc ces gens-là sont dans les hébergements d'urgence. Ça coûte très cher, ils sont souvent dans des hôtels, parce qu'on n'a pas assez d'hébergements dans les hôtels. Donc nous, notre priorité, c'est de dire il faut essayer de résoudre ce problème-là. Mais alors, est-ce que ça passe par la régularisation? Alors ça passe d'abord par une accélération de la demande d'asile. C'est qu'il n'est pas normal qu'on attende 2 ans et demi pour C'est souhaité par Manuel Valls. C'est souhaité par tout le monde. Donc vous nous dites, François Chérec, que pour lutter contre la pauvreté, il faut aussi toucher à la politique d'immigration et la politique d'asile. Attendez. Il faut d'abord faire en sorte que les gens n'attendent pas 2 ans et demi pour régler leurs problèmes de droit d'asile. Hein, et le gouvernement s'est engagé d'essayer de le faire sur 6 mois. Après, au bout de 6 mois, où les gens sont régularisés, où les gens, après, c'est le gouvernement qui décide. Est-ce que les gens peuvent rester en France? C'est pas à moi de décider. Mais après, il y a tous les gens qui attendent. Et vous avez des gens dans notre pays qui sont sans papier, mais qui ne sont pas expulsables. Ils ne sont pas expulsables parce que leurs enfants sont nés en France et ils sont français. Hein, et ce qu'on appelle une zone grise. Ils sont une zone grise. Et ces personnes-là, il faut faire en sorte qu'ils aient accès. Vous êtes capable de chiffrer le nombre de personnes qui sont dans cette zone grise? Non, par principe, c'est difficile, mais c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation-là. Et c'est des éléments que j'aimerais bien regarder à l'année 2014, pour ces personnes-là. Et les chiffres du ministre de l'Intérieur a montré que le président gouvernement, y compris le président gouvernement, nous a dit qu'il expulsait massivement les gens. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il ne l'a pas fait. Mais ces personnes-là, on ne peut pas les laisser dans la rue, on ne peut pas les laisser dans des hôtels. Ça coûte, j'ai envie, une fortune à l'État. Donc ce qu'on leur propose pour régler ce problème-là, c'est de faire en sorte que ce soit des associations qui louent les appartements dans des appartements sociaux et qui les sous-louent à ces familles-là pour que ça coûte moins cher et qu'on essaye de trouver une solution, je dirais, humaine et sociale pour ces personnes. Vous parlez de réduire les coûts, et justement on a une question d'internaute qui est partagée par pas mal de monde. C'est ce plan, est-ce que ça va augmenter nos impôts? Écoutez, ça c'est... Le gouvernement est chiffré à 2,5 milliards sur 5 ans, le coût de ce plan. Donc inévitablement, c'est une augmentation des dépenses. Mais après, l'augmentation des impôts, elle n'est pas liée directement à l'augmentation de telles dépenses. Après, c'est au gouvernement d'équilibrer sur ses dépenses, sur d'autres dépenses publiques. C'est ce qu'il essaie de faire. Vous avez déjà des pistes là-dessus, peut-être, que vous avez mais non, moi, c'est pas à moi à dire, pour payer ça, il faut supprimer ça. Laissons les politiques le faire et le gouvernement le faire. N'attendez pas à moi qui définissent. On voit bien qu'ils cherchent quelques milliards d'euros pour, globalement, diminuer les dépenses publiques. Donc, je crois que après, c'est un choix dans les dépenses publiques, c'est pas moi le faire. Alors, une autre question d'internaute, je vais vous la lire parce qu'elle est un peu longue, et votre réaction. Nous sommes des milliers de seniors en situation de grande précarité, après avoir cotisé et validé tous les trimestres exigés pour bénéficier de la retraite à taux plein. Or, nous ne pouvons pas prétendre à ce droit car nous n'avons pas encore atteint l'âge légal de départ. Donc il nous faut attendre 2, 3 ans ou plus encore. Quelle est votre réaction? Ma réaction, j'ai envie de dire, c'est la réaction du syndicaliste qui, en 2003, a soutenu une réforme des retraites qui permettait à ces gens-là, une fois qu'ils avaient leur année de cotisation, de partir à la retraite. Et rappelez-vous combien j'ai été critiqué à cette époque-là. C'était ça la réforme de 2003. Elle a été remise en cause après par le gouvernement de M. Sarkozy qui a renié ces droits-là. Et ça, c'était une justice. Je pense que quand vous avez
Là, aujourd'hui, c'est 41 ans de cotisation. Si vous avez 58 ans, 41 ans de cotisation, ça veut dire que vous avez commencé à 17 ans. Il y a certaines personnes qui peuvent d'ailleurs encore partir. Donc c'est bien qu'ils puissent partir. Après, il faut des dispositifs qui accompagnent ces personnes-là, je dirais, dans la période d'attente, l'aide à retour à l'emploi. Il y a des dispositifs qui existent, mais effectivement, moi j'ai toujours soutenu la durée de cotisation plutôt que l'âge. Donc je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui. On va passer à des mesures qui concernent davantage les jeunes, puisque des mesures ciblées sur les jeunes. Parmi ces mesures-là, il y a notamment l'accès à l'emploi avec la volonté de faire du CDI, je cite, l'accès normal au marché du travail. Alors François Chirec, concrètement, comment faire, notamment quand on sait que 83% des embauches l'année dernière, premier trimestre, selon les chiffres de Bercy, ont été faits en CDD. Écoutez, là-dessus, moi, ce que je vais observer pour l'année 2014, c'est qu'il y a eu un accord interprofessionnel sur ce sujet-là. Dans cet accord interprofessionnel, je passe le sujet qui était les négociations d'entreprise pour maintenir les emplois. Donc ça, c'est un élément important, mais ça, c'est pas l'objet du plan. Mais il y avait aussi dans cet accord une taxation supplémentaire des CDD et de faire en sorte que les contrats partiels soient au minimum de 24 heures. Vous pensez que ce serait suffisant ? Écoutez, avant de dire c'est suffisant, pas suffisant, il faut voir les effets. Je veux dire, on a une tendance en France, en règle générale, en matière sociale, c'est de prendre des décisions et de jamais évaluer ce qu'on fait. Là, on a un plan qui, pour le coup, est évalué publiquement et débattu publiquement. Je le fais aujourd'hui. Donc, il est important de toujours laisser un peu de temps entre une décision qui commence à s'appliquer, je dirais, petit à petit, et les effets. Il y a toujours un décalage. Alors, on a une question d'un internaute, Jean07, qui constate une augmentation, ou une volonté en tous les cas, d'augmenter les contrats aidés. Il nous demande, peut-on vraiment créer de l'emploi durable uniquement avec des jobs subventionnés ? On a beaucoup de questions d'internautes là-dessus. Oui. Alors, dans le plan, la mesure principale sur les contrats aidés, c'était d'augmenter leur durée. Parce que le contrat aidé, c'est aussi précaire parfois. Et leur durée, c'était 6 mois maximum. Avec un problème d'accès à l'emploi, au logement pour les jeunes, qui fait partie donc c'était 6 mois maximum. Et quand vous faites un contrat aidé 6 mois maximum, vous n'avez pas vraiment une expérience professionnelle, donc c'était négatif. Donc l'objectif du plan, c'était de faire en sorte qu'il soit autour de 12 mois. On est arrivé à 11 mois, 11,2 donc on a quand même augmenté. C'est-à-dire les administrations ont augmenté leur durée à presque 12 mois. Donc ça, c'est positif. Alors après, dans une période, faut regarder historiquement, moi ça fait quand même longtemps que je regarde ces choses-là, dans une période de chômage élevé, tous les gouvernements, quelles que soient les étiquettes politiques, ont fait des contrats aidés pour faire en sorte... Enfin, on ne peut pas d'un côté dire, en particulier vis-à-vis des jeunes, vaut mieux leur faire travailler un petit boulot plutôt que les laisser au chômage à l'oisivité. C'est le discours qu'on entend d'une partie. Et puis après dire, il ne faut pas faire des contrats aidés. Donc il faut choisir, j'ai envie de dire. Donc là, l'objectif, c'est qu'il y ait des contrats aidés. Le tout, c'est de faire que ces contrats aidés soient aussi des vraies expériences professionnelles. Donc là, c'est important. Et des tremplins pour un emploi définitif. Voilà. On va passer à un nouveau chapitre, François Chirec, celui du service civique, puisque vous êtes aussi président de l'agence du service civique. À ce titre-là, on a plusieurs questions à vous poser, notamment sur une promesse de François Hollande qui a annoncé en début d'année qu'il souhaitait la création de 35 000 nouvelles missions en 2014. Est-ce que c'est tenable, tout simplement ? Alors, ce n'est pas 35 000 nouvelles missions, c'est qu'il y ait 35 000 jeunes qui passent au service civique en 2014, dont 23 000 nouvelles missions. Alors j'explique parce que le service civique, les missions, c'est entre 6 mois et 8 mois en moyenne. Donc il y en a qui ont commencé leur mission au mois de novembre. Ceux-là, ils la finiront à l'été. Mais il y en a 23 000 qui continueront dans l'année et certains finiront en 2015. Donc en tout, on aura 35 000 jeunes qui seront passés par le service civique dans l'année, dont 23 000 nouveaux. Donc ça, c'est la part. Oui, c'est possible parce qu'on a le budget pour le faire. Parce que le gouvernement s'est engagé et que nous avons, je dirais, beaucoup plus de demandes de jeunes qui ont envie de s'engager dans cette démarche qui est, somme toute, une démarche citoyenne. Le service civique, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeune qui a envie, je dirais, de rendre service à la nation dans un engagement, dans le cadre de l'intérêt général, dans une association, dans une mairie, dans une collectivité territoriale, pour aider, je ne sais pas, les personnes handicapées, aider les personnes âgées. Alors, il y a deux intérêts. C'est d'abord, je rends service à la nation, mais aussi, parfois, je me cherche, j'ai des difficultés, je suis en échec, et je me fais, je dirais, justement, une forme d'expérience professionnelle qui me permettra peut-être d'avoir des idées pour... Est-ce que ce n'est pas une façon
de maintenir ces jeunes dans la précarité, on leur propose ce type d'occupation entre guillemets rémunérée qui vont les faire changer dans les statistiques et au bout du compte, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un emploi? 573 € par mois, je le rappelle, pour émission. Oui, mais d'abord, c'est pas un salaire. C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc c'est du volontariat. Oui, mais ça peut être considéré comme ça. Vous avez tout type de jeunes qui arrivent dans le service civique. Vous avez des jeunes qui ont fini leurs études et qui se disent avant de retrouver du travail, ben, moi je veux faire cette démarche d'intérêt général. En plus, je le valoriserai dans mon CV. Donc on a des jeunes plutôt qualifiés qui font ça. On comprend la logique, mais est-ce que c'est pas une façon de maintenir quand même les gens dans la pauvreté Non, mais écoutez, je suis en train de vous répondre. C'est le jeune qui choisit. C'est le jeune qui choisit. Est-ce qu'il a vraiment le choix? J'ai des jeunes qui ont le choix. Il y a des jeunes qui ont le choix. Il y a des jeunes qui font... Vous avez une vision du jeune qui est inévitablement une démarche pour avoir de l'argent pour s'en sortir. Non, on a l'impression, dans certains témoignages, que c'est aussi une forme de palliatif. Oui, c'est pour ça que je mais vous pose cette question. Il ne faut pas être naïf. Dans une période de chômage, c'est une question aussi de ce type. Mais l'intérêt, c'est que cette mission, c'est quelque chose qui soit utile, d'une part pour le pays, mais utile pour le jeune. Utile pour le jeune. Et on se rend compte, parce qu'on a fait un sondage auprès de tous les jeunes qui sortent, leur vision de la société, leur vision de l'autre, leur conception du vivre ensemble est beaucoup plus positive après. C'est-à-dire que même si il peut y avoir cet attrait pour pouvoir passer un moment qui est un moment difficile, l'intérêt c'est que le jeune en profite, la société en profite aussi, parce que c'est un échange de bonne manière, j'ai envie de dire, et puis qu'il ait une vision de la société, du vivre ensemble qui soit plus positive. Au moment où on a une vision tellement négative de la jeunesse. Mais est-ce qu'on risque pas quand même de remplacer des vrais emplois, notamment dans le domaine de la santé ou de l'environnement ou de l'éducation, avec ces missions? Alors ça, c'est une exigence forte de la part de l'agence de service civique, que je préside depuis un mois, donc je commence à prendre en charge cette fonction. On contrôle 20% des services civiques tous les ans. 20% des organismes qui reçoivent des jeunes de service civique tous les ans. Ça veut dire que tous les 5 ans, on a contrôlé 100% de tout. Donc on contrôle, et l'exigence, effectivement, c'est de faire en sorte que ces missions ne soient pas des emplois déguisés. Alors, après, c'est pas toujours simple. Je reconnais que c'est pas toujours simple. Je prends un exemple. Vous avez une association de bénévoles, parce que c'est dans ces associations qui font un travail d'aide de quartier ou de relations dans un quartier. Cette association, elle vit d'aide publique, elle vit des cotisations de ses adhérents. Ils n'ont pas tous les moyens de se payer quelqu'un pour faire du secrétariat, tout ça. Si un jeune en service civique qui vient accompagner cette association, il fait, ce jeune, une action, je dirais, positive vis-à-vis de cette association, est-ce qu'il remplace vraiment un emploi? Est-ce qu'il remplace vraiment un emploi? Si l'association n'a pas les moyens de le payer, il y en a des milliers d'associations de ce type. Par contre, le jeune va aider à l'association de rendre un meilleur service d'accompagnement, de proximité. Je pense que c'est positif. Je pense que c'est positif pour tout le monde. Votre sentiment en un mot, est-ce que l'idée d'un service civique obligatoire pour tous les jeunes vous satisfait, vous intéresse, suffit de votre curiosité? Alors écoutez, je pense que le jour où le service civique sera obligatoire, il perdra de sa valeur de l'engagement. Et si vous décidez aux jeunes, venez, c'est obligatoire de rendre un service à la nation, vous en allez avoir la moitié qui vont venir en faisant la gueule et qui vont gâcher le boulot. Et là, je préfère avoir des jeunes qui sont motivés, qui sont intéressés. Franchement, moi, je les rencontre dans les régions, je me déplace. Franchement, ils sont super heureux. Ils sont contents de faire cette démarche-là. Je prends un exemple que j'ai vu récemment. Non, mais vous voyez bien, parce qu'on essaye aussi de faire en sorte que des jeunes qui sont décrocheurs de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui ont arrêté l'école, qui puissent, en les accueillant dans le service civique, faire deux choses. Un, une action au service de la nation, mais aussi les ramener à reprendre des études. C'est quand même positif pour tout le monde. Eh ben, j'ai vu dernièrement un jeune à Vernon, en Normandie. Il faisait une partie de son temps pour accompagner les personnes âgées dans leur démarche administrative ou d'aller faire leurs courses. Et dans le reste du temps, il essayait de reprendre, il prenait des cours pour reprendre ses études. Ah ben franchement, si c'est pas positif. Si on avait dit à ce jeune, t'es obligé de faire le service civique, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait. On va passer à toute autre chose, François Chirac. On vous a concocté un spécial pour ou contre, spécial Terra Nova. Le pour ou contre, c'est une des séquences
bien connu de nos internautes. On vous demande est-ce que vous êtes pour ou contre une proposition, et en quelques mots, juste quelques mots, pourquoi vous êtes pour ou contre. Alors, pourquoi un spécial pour ou contre spécial Terra Nova? Parce que vous êtes président du think tank Terra Nova, qui se présente comme un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser les solutions politiques innovantes en France et en Europe. Et à ce titre, favoriser la rénovation intellectuelle de la social-démocratie. Alors, François Chérec, pour ou contre une gauche davantage tournée vers la social-démocratie, avec notamment davantage de négociations entre l'État et les partenaires sociaux? C'est toute ma vie ce que vous dites là. Que pour. Vous D'abord, saluez je précise que Terra Nova, c'est un engagement militant privé. Hein, non, c'est important de le dire, parce que j'ai lu à droite, ils cumulent. Non, moi, je peux pas travailler d'un côté et pas m'engager au niveau militantisme. Donc, comme je fais plus de syndicalisme, j'ai voulu faire ça. Et oui, bien évidemment. Donc, vous saluez la propension de François Hollande à s'engager dans la social-démocratie. Je salue tout ce qui fait en sorte qu'il y ait du dialogue dans un pays. Du dialogue. C'est-à-dire que les gens se réunissent, essayent de trouver en commun des solutions. Ça s'appelle le dialogue. Je ne suis pas déphasé, par exemple, avec le plan de lutte contre la pauvreté aussi. Comment il s'est créé, ce plan? Il y a eu 2 mois de travail avec les associations, 7 groupes de travail, qu'on fait des rapports, qu'on proposait. C'était du dialogue. Donc tout ce qui va vers le dialogue, qu'est-ce que soit l'étiquette politique en face, je pense que c'est positif. Hein. Alors il y a un sujet où il y a un peu moins de dialogue en ce moment, c'est pour ou contre l'exploitation du gaz de schiste. Votre avis là-dessus? Moi, personnellement, je pense qu'il y a un élément là, c'est de réflexion à Terra Nova qui doit être protégé, c'est la planète. À Terra Nova, on parle de péril écologique. On le voit bien, on se pose des questions aujourd'hui avec cet hiver qui est un hiver, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il n'est pas froid, il n'est pas chaud. Il est humide. Il est très humide, et puis certaines en vivent des catastrophes humaines. Et donc, d'abord, je dirais protéger la planète. Et je ne suis pas sûr que l'exploitation avec les moyens tels qu'on l'a aujourd'hui soit vraiment du gaz de schiste, une façon de protéger la planète correctement. Donc là, dans l'état actuel, plutôt contre. Pour ou contre une nouvelle réforme des retraites? Écoutez, moi j'ai... Est-ce qu'on aura besoin à l'avenir? Est-ce qu'on aura besoin à l'avenir dans 10 Non, mais 15, le 20 sujet ans ou moins le sujet aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il est juste, notre système de retraite aujourd'hui? Hein, il n'est pas juste. Pourquoi vous me parlez de... je parle de précarité. Les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans le monde du travail par de la précarité, est-ce que globalement le système de retraite est un élément qui leur donnera satisfaction demain? Alors, je prends 2 chiffres. La pauvreté des personnes âgées en France n'a jamais été aussi basse ces 30 dernières années. À l'inverse de ce qu'on pense, la personne pauvre, ce n'est pas tant une personne âgée, c'est 9% à peu près de la population de plus de 65 ans. Par contre, il y a 19,5% des moins de 20 ans qui vivent dans des familles. Donc les pauvres sont pauvres. plus les jeunes que les personnes âgées. Oui, et on sait très bien que quand on est pauvre enfant, on rentre dans la précarité dans le travail. Et notre système de retraite aujourd'hui, donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont au RSA, plus de 7% de personnes au RSA, leur période de RSA, ils ne cotisent pas à la retraite. Donc c'est des personnes qui seront au minimum vieillesse quand ils seront à la retraite. Donc nous allons avoir une augmentation de la pauvreté demain des personnes âgées. Et notre système de retraite ne comble pas ce système-là, donc inévitablement, il faudra y revenir. Pour ou contre, François Chérec, revoir la fiscalité des entreprises dans leur ensemble, pour revoir leur manière d'inciter à l'emploi. On parle beaucoup de ça en ce moment, mais de façon un peu plus générale, est-ce qu'il faut revoir la fiscalité sur les entreprises? Écoutez, j'ai envie de vous donner une réponse simple. Vous disiez que Terra Nova est un think tank européen. C'est au niveau européen qu'il faut revoir la fiscalité des entreprises. Regardez ce qu'on a vu avec c'est Yahoo, je crois, dernièrement, qui dit je vais m'installer en Irlande. Pourquoi je vais m'installer en Irlande? Parce que la fiscalité des entreprises est basse en Irlande. C'est de l'optimisation fiscale, vous dites-on. Oui, mais c'est de l'optimisation fiscale, certes, et ce n'est pas des philanthropes. Yahoo, ça se saurait. Donc on a un problème de fiscalité européenne. Si tous les pays européens font leurs réformes dans leur coin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas normal que des pays qui sont dans la même zone européenne, qui en plus sont dans la zone euro, n'aient pas une fiscalité des entreprises au minimum identique. Et c'est ça la réforme urgente, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dumping fiscal en Europe. On finit cette séquence par une réflexion d'Alain.
qui réagit en disant « Comment Terra Nova peut-il être crédible alors qu'il est financé à 80% par des entreprises comme Vivendi, EDF ou Sanofi ?» On ne dépend pas de l'argent de l'État déjà. Donc c'est une forme de Non, mais je réponds à ce monsieur, on ne prend pas l'argent dans sa poche. Hein, non, mais c'est important parce que globalement, il faut le dire. À l'inverse de certains think tanks qui touchent des sommes importantes, nous, on a décidé de ne pas descendre. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de collusion entre ce que vous proposez pour une raison simple, c'est qu'une entreprise, quand elle finance, c'est une petite somme, c'est 20-30 000. Et c'est pas parce qu'une entreprise donne 20-30 000 à un think tank que c'est elle qui décide ce que l'on écrit. Donc voilà, et puis une grande partie des moyens de Terra Nova vient des cotisations. C'est-à-dire qu'on a des gens qui cotisent, qui donnent de l'argent, des individuels. C'est pour ça qu'on est resté de taille modeste. Il y a à Terra Nova 4 salariés qui font tourner. C'est pas un gros donc parce qu'on n'a pas d'argent public ou très peu, ça représente moins de 10% de nos moyens, et c'est ces raisons-là qu'on a notre autonomie. Si on dépendait que de l'État ou que dépendait qu'une entreprise, là je dirais oui. Alors, avant de passer à la dernière séquence de l'émission, il nous reste quelques minutes. On a 2 questions à vous poser, 2 questions d'internautes qui se font un petit peu les ambassadeurs de bon nombre d'internautes sur votre ancienne vie de syndicaliste. Alors, on a une question d'un monsieur de Rennes qui nous demande comment vous expliquez que les syndicalistes se lancent en politique aujourd'hui, à l'exemple d'Édouard Martin. Et est-ce que du coup, l'indépendance du syndicat et des partis politiques n'en prend pas un... On a eu beaucoup de questions. Oui, je comprends, c'est une question franco-française. Non, mais c'est important de le dire. 2 choses. Dans les autres pays européens, vous retrouvez des syndicalistes qui sont ministres de gouvernement de droite, ministres d'un gouvernement de gauche, et qui s'engagent comme tout citoyen. Après, et il n'y a pas de règle qui empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, on dit toujours, et là aussi c'est une contradiction, il n'y a pas d'ouvriers qui sont députés. Il n'y a pas d'ouvriers qui sont députés. On dit en France, il n'y a pas de personnes qui sont ouvriers, et là, on en a un qui s'engage et on dit qu'il n'a pas le droit. Donc voilà, il faut sortir ces contradictions. Je pense qu'il fait ce qu'il veut, comme tout citoyen, à condition qu'il ne confonde pas, une fois qu'il est passé d'un autre côté, l'un et l'autre. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Moi, voilà. Mais honnêtement, c'est un vrai débat franco-français. Il n'y a qu'en France qu'on se pose ces débats-là, quoi. On va passer à la dernière séquence de l'émission, les questions d'actualité, le fil de l'actualité. On va prendre une actualité par jour de la semaine précédente et on va vous demander de la commenter rapidement. On commence par l'actualité de mercredi dernier avec cette étude de l'adresse qui donne des chiffres intéressants. Les Français estiment qu'une personne seule a besoin au minimum de 1 490 € par mois pour vivre. Bah oui, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui traitez de ces questions de pauvreté? Ce qui m'inspire, vous savez que le salaire médian, c'est-à-dire ce qui divise en 2 les Français... 1 720 €. Il est dans le salaire médian. Médian, c'est ce qui divise les Français à 50% qui gagnent plus de ce salaire-là, 50% moins, il est 1580. 6580. Donc quand vous avez un revenu 1580, ça veut dire que vous êtes au salaire médian juste au milieu. Donc là, vous avez dit 1490. 1490. Donc ça veut dire que globalement, il y a quasiment 40% des personnes qui gagnent moins. Donc voilà, il faut ramener ces éléments-là. Ceci dit, tout ça est relatif. Il faut faire attention. Pourquoi tout le monde connaît des personnes qui sont par exemple au minimum vieillesse. Minimum vieillesse, c'est à peu près 750, 760 €. C'est ce que j'appelle. Pourquoi je dis ça? Une personne âgée au minimum vieillesse, et c'est souvent des personnes très âgées, si elle est propriétaire de son logement, propriétaire parce que c'était une personne qui travaillait dans l'agriculture, qui a gardé une partie de la ferme, ou simplement parce que la vie a fait qu'ils ont pu être propriétaires à une époque. Elle n'est pas dans la même situation vis-à-vis de ce problème-là qu'une personne qui aura 1 200 €, un retraité qui aura 1 200 €, qui n'est pas propriétaire de son logement et qui va payer 600 à 700 € de loyer. Laquelle est pauvre? On va dire une, elle vit au-dessus du seuil de pauvreté, elle a 1 200 €, elle n'a pas à se plaindre, et l'autre, elle vit en dessous. Donc vous voyez ces sujets, il faut faire attention aux moyennes, il faut faire attention. Est-ce que ça ne signifie pas que le seuil de pauvreté n'est pas sous-évalué? Alors le seuil de pauvreté, il est partout en Europe 60% du salaire médian. En France, il est 970 €. Il est quand même presque au SMIC.
Et quand les Français nous disent qu'en dessous de 1 490 €, on ne vit pas bien, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir non, mais attendez, c'est évident que vous ne vivez pas bien en dessous de 1 490 € selon le coût du logement, des charges fixes. Donc il y a deux façons de faire, c'est-à-dire on augmente les aides aux personnes ou on essaye de réduire le coût du logement. D'où la nécessité de maîtriser, et d'ailleurs dans la fameuse loi Allure sur le logement, il y a des mesures, et je lisais dans un journal récemment que globalement il y avait une modération des loyers, c'est-à-dire qu'on avait un peu bloqué l'augmentation des loyers. C'est des éléments fondamentaux. Si vous arrivez à maîtriser le coût des loyers, si vous arrivez à maîtriser le coût de l'énergie, précarité énergétique, c'est inévitablement des redistributions du pouvoir d'achat. Une des mesures du plan de la pauvreté, c'est que les personnes qui ont l'aide à la complémentaire santé, c'est-à-dire les personnes qui ont le minimum vieillesse, ont le droit aux tarifs sociaux maintenant du gaz et de l'électricité. Et bien ça, c'est une aide financière qui n'est pas négligeable. Alors, question de société, jeudi prochain, le Conseil d'État doit se pencher sur l'affaire Vincent Lambert. Et de manière générale, sur la fin de vie en France, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut faire bouger les choses, faire bouger la loi Leonetti sur la fin de vie, aller peut-être jusqu'à l'euthanasie? Alors, est-ce que c'est votre point de vue? moi ce débat me trouble. Je vais vous dire pourquoi. Mes origines professionnelles, c'est le secteur hospitalier, c'est la santé. La loi Leonetti est très mal appliquée. D'ailleurs, le Conseil d'État va nous dire que si le cas de ce monsieur Vincent Lambert est dans le cadre de la loi Leonetti. Ça va être intéressant parce que il me semble que les responsabilités que prennent les médecins du CHU de Reims sont dans le cadre de la loi Leonetti. Et là, le Conseil d'État va nous dire non, ils appliquent les choses. Donc, je suis toujours gêné en disant on va faire une nouvelle loi alors que l'ancienne n'est pas appliquée. Et là, je vous le dis aujourd'hui, les professionnels de santé aujourd'hui n'ont pas les moyens d'appliquer correctement la loi Leonetti et les soins palliatifs qui sont aussi pour permettre aux personnes d'avoir une fin de vie digne. On n'a pas encore les moyens pour aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Donc j'ai plutôt envie de dire peut-être adapter, je ne suis pas un grand spécialiste juridique, peut-être adapter certains éléments de la loi Leonetti pour faire en sorte qu'on n'ait pas de cas Vincent Lambert qui se multiplient, parce que ça va se multiplier, parce que la demande va être de plus en plus importante, donc peut-être l'améliorer, mais surtout donner les moyens de soins palliatifs pour qu'on aille jusqu'au bout de ces démarches. Parce qu'au bout du compte, si vous dites on va aller sur une loi sur l'euthanasie active, mais qui va décider, mais surtout qui va mettre en œuvre? Et là, on a une façon nouvelle que j'ai vécue professionnellement, de transférer aux professionnels de santé la responsabilité de l'acte de mort. Et là, honnêtement, est-ce que c'est une infirmière de prendre cette responsabilité-là, qui va faire le geste? Et je pense qu'il faut aussi penser aux professionnels de santé avant de prendre des décisions comme ça. Alors dimanche, il y a eu un référendum en Suisse pour limiter l'immigration de masse. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, parce que je pense que j'ai entendu les commentaires politiques, certains disant que c'était normal, mais les gens je pense que les Français ne sont pas rendus compte de la décision que prennent les Suisses. La décision des Suisses, c'est pas pour empêcher le Maghrébin de venir travailler en Suisse. Ça concerne les Français. Ce que beaucoup, Madame Le Pen qui faisait des remarques là-dessus, non, c'est pour empêcher les Français de travailler en Suisse. C'est pour empêcher les Allemands d'aller travailler en Suisse, pour empêcher les Belges d'aller travailler en Suisse. Donc là, on a un problème dans l'espace européen. D'ailleurs, les Suisses aujourd'hui disent que globalement, si on arrêtait cette émigration, l'économie suisse... Donc je pense qu'il faut que l'Europe ait une décision assez dure dans les relations économiques avec la Suisse. Cette corrélation qui est faite entre immigration et chômage, est-ce que ça vous inquiète ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, dans une période inévitablement de souffrance sociale, de problèmes de pauvreté comme on en a parlé, inévitablement on a tendance à chercher la responsabilité sur celui qui vient d'ailleurs, qui prend notre travail, on le sait très bien, et que c'est quelque chose de très délicat dans le débat public. Or, et là il y a eu des études aussi utiles que celles que j'ai faites sur la pauvreté, qui démontrent que la participation au développement économique des immigrés en France est supérieur à ce qu'ils dépensent réellement. Donc, qu'on ait un débat sur la régulation européenne de l'immigration, parce que c'est un sujet européen. On ne peut pas laisser un pays qui profite
du système se mettent en dehors, parce que c'est ça un peu les Suisses. Hein. Si l'argent d'une partie des gens fortunés n'allait pas se passer en Suisse, ils vivraient comment les Suisses 60% de leur commerce industriel se fait avec l'Europe. Donc on ne peut pas s'extraire d'un sujet comme ça. Donc je pense que c'est des sujets qui sont d'abord des sujets européens. Ce sera le mot de la fin. Merci François Chérec d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci chers internautes d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, en compagnie de Monsieur Woerth qui sera avec nous mardi prochain. D'ici là, restez connectés. À bientôt.